Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière d'être partenaire de cette émission. La SADC a pour mission de favoriser le développement économique et social de son territoire et accompagne techniquement et financièrement vos projets. Bienvenue à votre première émission Plaisir d'été au Kamouraska, une émission qui vous présente les attraits des 17 municipalités du Kamouraska. Derrière nous, le superbe lac Morin, ce qui nous amène à vous parler de notre chroniqueur Alexandre Bibeau, qui sera présent dans les émissions où se trouve le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Mais pour l'instant, on vous amène au gîte de la Maison Toit Bleu. Bon été! Et bonne saison! Et moi, l'eau, ça me parle! Ça te parle? Oui, ça me parle! Comment ça te parle? Ça me dit que tu serais prête à faire ça! J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Oh, Kamouraska. Oh, amour, Kamouraska. Et le papa, le palapapa, palapalapa. C'est en 1997 que Paroisse de Saint-Alexandre devient Saint-Alexandre de Kamouraska. Sa fondation remonte au 19e siècle, plus précisément en 1852, alors que les premiers colons provenant de Saint-André vinrent s'y établir. La population de la paroisse se composait de 112 familles et de 930 habitants. La majorité des bâtiments à caractère patrimonial se trouvent entre l'église et l'avenue Saint-Clovis. On peut y reconnaître des bâtiments de style néoclassique, Second Empire, néo-renaissance italienne et néo-gothique. Il ne faut surtout pas oublier le cimetière avec ses nombreux monuments, ses allées larges et ses arbres matures. Saint-Alexandre de Kamouraska compte plus de 2000 alexandrines et alexandrins et depuis quelques années, les nouveaux développements urbains sont en croissance, ce qui démontre l'intérêt des familles à venir s'y installer. Bonjour Daria. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de nous accueillir dans votre superbe domaine, le gîte La Maison Toit Bleu. Tout d'abord, qu'est-ce que vous offrez comme service ici? Bien, les gens arrivent dans l'après-midi, puis quand ils ont le temps, là, on prend une bière autour de la table pour mieux faire connaissance avec eux. Ensuite, ils vont souper. En arrivant, bien, ils couchent. Il y a des fois, je vais leur offrir un petit digestif, assez souvent. Ensuite, le matin, ils se lèvent, j'offre le déjeuner, des produits maison. Le pain, le yogourt, les confitures, tout fait maison. C'est seulement les déjeuners que vous offrez ici au gîte? Oui. Et c'est vous qui concoctez tous ces beaux petits plats pour le déjeuner? Oui. Et combien de chambres avez-vous ici? J'ai 4 chambres. 4 chambres? Oui. Et quel genre de clientèle viennent vous voir? Oh, il y a des Français, c'est surtout ceux qui sont devenus une clientèle régulière. Ceux qui sont venus, ils reviennent encore. Il y en a qui ça fait 12 ans, 16 ans, 18 ans. On se reconnaît. J'imagine que c'est parce qu'ils sont bien chez vous, qu'ils reviennent d'année en année. Faut croire. Et la maison, là, derrière nous, bon, c'est le gîte, mais elle a quelque chose de très particulière, cette maison. Qu'est-ce qu'elle a? C'est la maison de la première photographe professionnelle de l'Est du Québec, la tante de mon mari, Marie-Alice Dumont. Elle a commencé à faire de la photographie en 1924. Elle en a fait pendant 40 ans. Puis là, quand elle est rendue d'un certain âge, bien, elle s'est en allée d'un foyer. Puis nous, on a acheté sa maison. On est arrivé ici en 1986. Puis là, donc, ça fait un petit bout de temps que le gîte existe. Ça commence en 1990. Ça fait la 25e année. Et est-ce que tout est d'origine ou vous avez rénové ou transformé cette maison? La maison, quand on est arrivé ici, elle était sur le bord de la rue. Puis on a fait les fondations en arrière, puis on a reculé la maison.
Puis là, bon, il y a un beau sol parce que c'était... Dans ce temps-là, il y avait une cave, c'était sur la terre. Puis là, ben, il y a un beau sol. Donc, vous n'avez rien gardé d'origine à l'intérieur, les pièces ont toutes été changées. C'est ça, très peu. Puis on a gardé la grande fenêtre parce qu'il n'y avait pas d'électricité quand elle a commencé à faire de la photographie. Elle a fait une grande fenêtre en arrière, puis là, c'est resté comme ça. Là. Les gens prennent leur déjeuner au studio de ma tante, là. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses aussi qui s'est passé dans cette maison? Oui, avant que ma tante arrive ici, c'était un bureau de poste qui était ici pendant une dizaine d'années. La maison date de 1847. Daria, est-ce que c'est ouvert à l'année ici? Oui. L'hiver, c'est un peu plus tranquille, mais il y a du monde presque à toutes les semaines. Je m'appelle social. Mais c'est quand même une place qui est assez grande. J'imagine que vous n'êtes pas seul pour tout entretenir, le terrassement et la maison. Non, je le fais faire. J'ai mon jardinier, j'ai mon homme de cour, j'ai une madame qui fait le ménage. Puis moi, bien, je fais la cuisine et le social. Merci beaucoup, Daria. Ça m'a fait plaisir. On est maintenant rendu au vignoble La Marée Montante et je m'en vais en entrevue avec la propriétaire Fernande Fournier. Et elle, ben, on lui demandera pas ce qu'elle va faire. Non, demande-moi les pas. Non. Je te dirai pas. Donc bonjour, madame. Bonjour. On est ici à votre vignoble La Marée Montante. D'abord, faites-nous un petit historique. C'est un jeune vignoble. C'est un vignoble qui est un des plus à l'est au Québec. C'est un vignoble qui a pris naissance en 1999. C'est un vignoble dont j'ai acquis la terre au moment de prendre ma retraite. Et dès l'an 2000, on a planté la vigne dans la première parcelle, puis une autre partie à l'année suivante. Ça, bien, on a laissé faire ça quelques années. Pendant ce temps-là, on a monté un verger. Parce que, pour la raison que je mentionnais tantôt, on est pas mal à l'est, nord-est. Puis si une bonne année, le climat n'est pas favorable, on ne récoltera pas grand-chose. La vigne au Québec, c'est pas son lieu privilégié. Alors, ce qu'on a fait, on a parti un verger. Mais un verger, le monde pense que c'est des pommes. Un verger peut être bien d'autres choses que des pommes. Nous, on a à peu près toutes sortes de choses, mais pas des pommes. On a des poires, on a des prunes bleues, des prunes jaunes, du cassis, de l'aronia, de la rhubarbe. Quelle est votre recette magique, votre produit ici, là, qui est particulier, que vous aimez particulièrement? Bien, on fait beaucoup de produits différents. C'est entendu quand j'ai dit qu'on transforme tout, là, c'est pas pour des confitures puis des affaires de même, c'est pour des vins. Okay, des produits alcoolisés. On fait des apéros, on fait également des vins de table, puis aussi des digestifs. Alors, on a à peu près une dizaine de vins élaborés à date, là. Puis, ça serait bien embêtant pour moi de vous dire lequel est le meilleur. Si je les ai faits, c'est parce que je les ai choisis, c'est pas des adas. Vous avez, je pense, un apéro à la rhubarbe, quand même quelque chose de particulier. J'imagine que c'est bon. J'imagine que c'est bon. J'apprécierais d'en avoir encore pour vous le faire goûter. Malheureusement, c'est pas le cas. On n'a pu depuis la fête du travail l'an dernier. Tout est passé là, dans le temps de l'estival, en saison estivale. On avait pourtant prévu d'en avoir plus, mais c'est passé. On a cependant d'autres en route là, qui sortira là, au printemps prochain. Comment on fait pour bien cultiver la vigne et les autres fruits? Parce que quand même, vous avez un vignoble ici, mais comme vous dites, il n'y en a pas partout. Vous êtes le seul, je crois, au Bas-Saint-Laurent. Est-ce que ça prend une terre particulière? Pourquoi il n'y en a pas plus que ça, finalement? Non, moi, la terre ici, là, c'est pas nécessairement juste à cause de la vigne que j'ai pris cette terre-là. C'est une foule de raisons qui m'ont amené à choisir cette terre-là. J'avais fait une liste, puis il fallait que je rencontre toutes
tous les éléments qui étaient sur ma liste, il fallait que je rencontre ça. Exemple, je voulais une terre, pas de résidence parce que j'en ai une. Je voulais pas d'animaux, je voulais pas être pogné avec le bétail. Je voulais avoir une terre, point. Alors, j'ai cette terre-là, je la voulais pas trop loin de la ville. Particulièrement, ça, c'est une chose qui était assez importante, avoir une terre où je pourrais avoir beaucoup d'eau. Quel est l'éventail de vos produits que vous avez ici? Oh, on a beaucoup. Au lieu de choisir d'avoir un produit ou deux puis d'avoir beaucoup du même, on en a plusieurs, mais en petite quantité. Ça ressemble à quoi, ce que vous avez? On a parlé des fruits. On a d'abord, j'ai 3 catégories dans ça. J'ai les apéros, les vins de table puis les digestifs. Actuellement, comme apéro, j'ai un vin de rhubarbe léger. J'ai un petit vin d'aronia aromatisé à l'ananas et aux fraises. Après ça, comme vin de table, j'ai un vin blanc, demi-sec, puis un rouge avec 2 cépages particuliers au Québec, le radisson puis le sabrevois. Après ça, bien, je tombe dans les crèmes, les petits vins dessert. J'ai une crème de cassis, une de framboise, une de prune, puis j'ai la liqueur du vieux garçon. C'est l'ensemble de mes produits. La liqueur du vieux garçon, ça ressemble à quoi? La liqueur du vieux garçon, c'est une crème que je fais avec des petits fruits des champs. Puis les balances des autres fruits qu'on va avoir, on a fait nos autres crèmes, là. Il nous reste des petites balances, on met ça ensemble, puis on fait la liqueur du vieux garçon. Je ne l'ai pas appelé comme ça, c'est connu comme ça. OK, c'est ça. C'est ouais. Je me trouve présentement en compagnie de notre chroniqueur Alexandre Bibeau, qui est agent de développement pour le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie-André. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté d'être notre chroniqueur pour la série d'émissions. C'est surtout moi qui vous remercie de permettre au Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska de participer à Plaisir d'été avec TVCK. Donc, pour mettre un peu en contexte, le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, pourquoi sa création, premièrement? C'est un long cheminement qui a mené à sa création depuis 1999, où Saint-Onésime d'Exworth a voulu doter la région d'un parc régional avec les sentiers d'Exworth. Et avec des opportunités qui se sont présentées, les 17 municipalités du Kamouraska ont décidé d'être solidaires face au développement du Haut-Pays de Kamouraska et de créer le Parc régional du Haut-Pays. C'est donc un territoire de solidarité pour le développement du parc régional. Comme tu le disais, toutes les municipalités sont touchées par le parc régional, mais quelques-unes en font partie là, vraiment intégrantes. Là. Oui, c'est lesquelles? Dans le fond, le territoire du parc se définit par le territoire de 7 municipalités, soit Saint-Onésime d'Exworth, Saint-Gabriel-Allemand, Mont-Carmel, Saint-Bruno, Saint-Joseph, Sainte-Hélène et Saint-Alexandre. On rajoute les 2 Kamouraska à chaque endroit où il y en a un. Il y a ces 7 municipalités-là et en plus, il faut compter les 2 territoires publics qu'on appelle les TNO. Et qu'est-ce qu'on retrouve particulièrement dans le parc régional? C'est quoi qui fait sa particularité, en fait? Donc, le parc du Haut-Pays, c'est un territoire de potentiel. Comme j'ai dit tantôt, c'est 1800 km² de potentiel. Nous, on se concentre sur 5 thèmes. Donc, sur l'énergie, la forêt, le récréotourisme, l'agroalimentaire et la culture et le patrimoine. Donc, les premières années du parc, quand on l'a développé, quand on l'a lancé, les municipalités nous ont soumis des projets et ont travaillé sur ces 5 thèmes-là. Ça a donné naissance à la scène culturelle de Mont-Carmel. Ça a concrétisé les sentiers d'Exworth à Saint-Onésime. Ça l'a permis à des endroits comme le camping du lac de l'Est de se doter d'équipements récréotouristiques. Ça a aidé le camp musical à se doter aussi d'infrastructures. C'est donc un peu tout ce type d'initiative-là qui se retrouve. En fait, le parc est composé de la force des 7 municipalités. Donc, on se retrouve dans une des 7 municipalités du parc régional, Saint-Alexandre. Qu'est-ce que Saint-Alexandre offre au parc? Saint-Alexandre a beaucoup d'attributs, beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Entre autres, on va avoir la marée montante, on va avoir les alpagas d'Aldo qui sont partenaires du parc. On va avoir le camp musical et sa fameuse piste d'Hébertis, le camp musical qui était très actif aussi avec beaucoup de soirées de musique auxquelles on peut assister. Et bien sûr, Saint-Alexandre, c'est le lac Morin qui est derrière nous, avec plage, avec les possibilités de kayak, de pêche, de journée en famille. Et Saint-Alexandre, finalement, c'est aussi l'entrée du Haut-Pays via la route des frontières. Bien, je te remercie beaucoup, puis on se retrouve à Saint-Joseph. Eh bien, à bientôt!
Nous sommes rendus... Hey, yo! Nous sommes rendus au camp musical, là où tout le monde est heureux. Hein, Marie? Je m'en vais rencontrer le directeur Mathieu Rivet. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Moi, je pense que je vais commencer à apprendre à jouer d'un instrument. OK, je te suggère le triangle. Je crois que c'est ton instrument qui va t'aider à performer. Oui. Ah oui, c'est très plaisant. Je te dis, faut aimer ça. Salut Mathieu. Salut. Merci de nous accueillir au camp musical de Saint-Alexandre. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement? Bon, c'est un camp musical, donc on sait que c'est la musique, mais c'est pour les jeunes, c'est pour qui? En fait, principalement, notre mission, c'est d'accueillir des jeunes de 7 à 17 ans qui vivent une formation musicale de qualité dans le cadre d'un camp de vacances qui est accrédité. Donc, pour nous, c'est important d'être associé avec l'Association des camps du Québec, donc certifié, ce qui permet d'avoir des normes de gestion, mais aussi de formation de notre personnel pour ce qu'on fait dans l'été. Mais de plus en plus, les gens doivent savoir que le camp est maintenant ouvert à l'année. Donc, on a un studio d'enregistrement, on fait de l'enregistrement. Des groupes viennent ici, vivent une résidence d'artistes et de faire également de l'enregistrement sonore. On a aussi des lieux adéquats pour recevoir une centaine de personnes à coucher puis à vivre une activité quelconque, que ce soit une fête de famille, un congrès, une assemblée générale ou un stage pour un groupe de Français qui viennent chanter pendant 8 jours. Peu importe, durant l'année, on est ouvert puis on tient des activités de formation musicale, oui, mais aussi des activités grand public qui sont tenues ici maintenant à l'année longue. Donc, on vit un peu de tout. On a un côté très artistique, évidemment, un côté très formation musicale durant l'été, qui a plusieurs volets différents. En fait, c'est plus de 6 stages différents de formation qui durent d'1 semaine à 2 semaines, voire même 3 semaines. On a des jeunes qui passent même 1 mois ici durant l'été. Et en même temps, se tient un stage de formation en animation. Et est-ce qu'on a la chance, nous, les gens du coin, de venir encourager les jeunes d'ici? Est-ce qu'on peut voir les talents d'ici? Bien, en fait, oui, c'est sûr que les spectacles de fin de séjour sont réservés pas mal aux parents parce que la salle contient environ 250 personnes. Mais à tous les jeudis, on reçoit aussi des artistes et les jeunes ont toujours une espèce de petit lien là, à vivre avec ces artistes-là qu'on reçoit. Donc, les gens peuvent venir vivre l'expérience du camp et venir entendre les concerts dans la merveilleuse salle du Haut-Pays. C'est une salle vraiment géniale, ça sonne bien, on y est confortable. Donc, les gens, tous les jeudis de l'été, peuvent venir assister à ça. Et il y a aussi d'autres événements là, plus ponctuels qu'on vit durant l'année. Les journées portes ouvertes aussi, qu'on peut aller voir qu'est-ce qui se passe si on veut amener nos jeunes ici. Exact. C'est un bon moment pour ça, mais c'est aussi un moment pour le grand public de venir prendre le pouls, de visiter le site du camp. C'est un bon moment, les portes ouvertes. Mais il y a aussi un stage nouveau qui est ouvert à tout le monde maintenant. C'est pas nous qui l'organisons vraiment, mais on offre les lieux ici à cette organisation-là avec laquelle on est très partenaire. C'est un camp de musique traditionnelle. Puis là, à ce moment-là, ça se fait de la musique sans partition. C'est vraiment que le folklore d'antan, les traditions de nos grands-parents qui jouaient du violon puis de la ruine-babine. Bien, c'est vraiment un séjour qui est comme ça, très bien structuré, très bien organisé, qui dure pour l'instant 3 jours. C'est un organisme qui s'appelle Marie Musique, dont le fondateur musical du camp, Denis Maheu, qui a construit la grange, qui est un violoniste extraordinaire, un caleur de gigue, puis de quadrilles, puis de danse de notre folklore, et une personne importante dans la formation de ce stage-là. Et qu'est-ce qui fait la popularité du camp? Parce que c'est reconnu à travers le Québec, le camp musical. Oui, qu'est-ce qui fait la popularité? Bien, je vous dirais, on a vécu avec les années des bons coups. Hein. Il y a eu comme des années depuis le tout début. Au tout début, le camp, c'était très gros déjà. Ça a parti assez solide, fort. Il y a eu des années un peu creuses. Moi, ça fait quand même 20 ans que j'y travaille, donc à peu près le milieu de l'histoire du camp, si on veut. Ce qui fait qu'on a pu mettre sur pied des projets qui étaient stimulants pour les gens qui vivent la formation, mais aussi pour le grand public. On s'est ancré beaucoup dans le Kamouraska aussi pour des groupes, des chorales de la France ou de l'extérieur de l'étranger qui sont venus ici nous offrir leur musique tout en résidant ici. La cloche, évidemment, quelque chose d'important sur notre terrain. Mais qu'est-ce que c'est cette cloche qui sonne? Ils viennent d'avoir une collation pour un des groupes du camp, toujours dans le milieu de l'après-midi, il y a un moment de collation. Okay. Puis après ça, ça change d'activité, etc. C'est la cloche qui rythme l'ensemble des activités, évidemment, ici sur le camp. Je pense que la popularité est venue de projets comme le Colocat symphonique avec lequel on a fait l'ouverture des Francopholies, ce qui a donné une visibilité plus nationale au camp musical. Des grands noms, là, qui exact, des grands noms de projets uniques puis rassembleurs qu'on a réussi à mettre sur pied avec les années.
mais aussi le fait de notre ouverture à l'international, de groupes qui sont venus ici, qu'on a diffusé au Kamouraska, qu'on a fait jouer un peu partout au Québec, du fait qu'il y a une panoplie de jeunes. Là, on pense que c'est plus de 300 jeunes par année qui viennent juste l'été, plus les groupes qu'on reçoit dans les autres saisons, ce qui fait que c'est énormément de gens qui ont connu le camp avec les années. Il n'y a quand même pas beaucoup de camps musicaux au Québec, ce qui fait qu'on a réussi là, avec les années à se démarquer. Exact, puis de devenir une figure de proue, là, si on veut, au niveau de la formation musicale au Québec, puis on en est évidemment très fiers. On dit le slogan au camp musical où tout le monde est heureux. Est-ce que tout le monde est heureux? Je croise les doigts pour que ça fonctionne toujours. On va dire, ça fait quand même quelques années que sur notre répondeur, les gens appellent puis ils trouvent ça quand même sympathique. Puis c'est vrai, hein, c'est un milieu très ludique, les camps de vacances en général. Comme on est axé formation musicale, mais on est axé aussi beaucoup au niveau des loisirs. On a une piste d'hébertis, on fait du tir à l'arc, un endroit pour se baigner qui est extraordinaire. Donc, il y a ce côté-là, un peu de magie là, qui règne ici, puis qui est important pour nous autres. Même pour les groupes qui viennent de l'extérieur puis qui viennent louer pour un party de famille, bien, ils vivent quand même dans une ambiance qui est plutôt folle, féerique, puis qui a de la magie. Fait que ça nous fait plaisir de pouvoir dire, ben oui, c'est un lieu qu'on veut que les gens soient heureux puis qu'on veut vivre quelque chose de bien pour notre personnel, pour les jeunes et pour les visiteurs aussi qui viennent. Puis à date, ça fonctionne bien. Mais là, je suis prête pour une petite visite guidée. Oui. On commence par quoi? Bien, en fait, je vous proposerais peut-être de vous rendre, qu'on puisse se rendre ensemble au studio pour voir un des nouveaux lieux sur le site du camp. Donc, ça serait peut-être l'endroit privilégié qui est le studio Desjardins. Et c'est fraîchement rénové, hein, en plus? Exact. Bien, l'ensemble du parc immobilier est rénové. Depuis quelques années. Le sous-sol du camp est devenu comme une rue municipale. Ah oui? Donc, tout est pas mal. Je savais même pas qu'il y avait un sous-sol. Réalisé. On en apprend des choses. Oui. Je te suis, Mathieu. On y va. Ici, c'est le studio d'enregistrement où tous les artistes peuvent venir enregistrer de Bob Dylan à... Bon, ils sont tous bienvenus. Bien, ici, c'est le studio. C'est vraiment un bel endroit. qu'un alpaga. C'est ce qu'on s'en va découvrir avec la copropriétaire des Alpagas d'Aldo à Saint-Alexandre, Alice Bélanger. D'abord, historiquement, ça a commencé où les Alpagas d'Aldo? Ça a commencé un peu loin, ça a commencé au Pérou. On est allé en voyage, nous, en 2003 au Pérou. Donc, c'est là la première fois qu'on a découvert les alpagas. Et par contre, on avait l'impression que c'était des animaux qui vivaient exclusivement en Amérique du Sud. Donc, je m'étais rapporté, moi, des vêtements, là, des choses faites avec la fibre des alpagas. Quand on est déménagé en région, ici, il y a 10 ans, on voulait avoir des animaux, mais moi, j'étais difficile, j'avais beaucoup de critères. Donc, c'est un projet qui est resté en suspens pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'en 2009, on se rende compte que des alpagas, ça pouvait très bien vivre au Québec. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire des recherches plus sérieuses pour se rendre compte que ça correspondait vraiment au projet agricole qu'on voulait avoir. Donc, c'est là que vraiment l'entreprise s'est mise en branle. Et quand même, c'est un animal particulier, justement, comme on le disait, qu'on ne retrouve pas partout ici. C'est quand même assez exceptionnel. Quelle est leur personnalité? À quoi ça ressemble un alpaga, autre que physiquement, là? Les alpagas, c'est dans la famille des camélidés. Donc, les gens trouvent souvent que ça ressemble au lama. Ils ont raison, c'est des cousins. C'est un animal qui est très doux, là, qui est calme. C'est pas un animal qui est agressif. Il est curieux, donc il va vouloir venir voir les gens quand ils entendent des voix, tout ça, voir qu'est-ce qui se passe. C'est un animal de troupeau, donc ils sont toujours pas mal ensemble. On ne peut pas garder un alpaga tout seul, là, donc ça lui prend des amis. Mais c'est des animaux qui sont agréables à côtoyer.
La seule chose qu'ils aiment moins, c'est de se faire flatter, là, manipuler. On aurait le goût, hein, parce qu'ils sont très, très doux, mais c'est juste ce petit côté-là. Mais sinon, là, ça va être agréable à côtoyer là, au quotidien. Là. Est-ce que ça demande des soins particuliers? Bien, c'est sûr que la première chose que ça demande, c'est une présence, hein, parce qu'il faut nourrir matin, soir. Il faut s'occuper des soins aussi, de l'entretien des enclos, des bâtiments. Donc, c'est sûr que quand on a des naissances, ça demande un peu plus de suivi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boutique exactement? Tout ce qui se fait, dans le fond, en textile. Donc, c'est sûr que moi, je garde beaucoup en écheveau la fibre de mes animaux, donc qui sont prêts pour les gens qui veulent tricoter eux-mêmes, qui ont le talent pour se tricoter des choses. Pour ceux comme moi qui sont moins habiles de leurs mains, bien, on a aussi des produits finis. Donc, des pieds à la tête, là, des bas, les foulards, les chapeaux, les trucs cache-cou, mitaines, gants. Donc, vraiment, les jetés, les toutous aussi. Donc, vraiment, là, pour tous les goûts là, et toutes les gammes de prix, là. Bien, nous, on ne vit pas encore des alpagas. C'est ce qu'on aimerait que ça arrive dans les prochaines années. Mais dans le fond, on élève les alpagas pour la fibre. Donc, c'est vraiment le revenu là, que ça apporte. Donc, on va faire la tonte, on va faire la transformation de la fibre, puis on va avoir des produits finis après ça à la vente là, dans la boutique à la ferme. Nous, comme éleveurs, on a aussi choisi d'avoir un volet agro-touristique, donc de recevoir les gens, de faire découvrir les alpagas puis la qualité de leur fibre. Donc, on a aussi cet aspect-là pendant l'été là, qui permet de rencontrer les gens et de partager notre passion. Le Kamouraska, pour en avoir plein la vue.